Sophia Loren est une célèbre star de cinéma d'importance mondiale. Actrice et chanteuse d'origine italienne, non seulement une icône du luxe et de la beauté naturelle, mais aussi une personne culte du XXe siècle. Le premier lauréat de l'Oscar de la meilleure actrice, dans un film en langue étrangère, le légendaire Ciociara de Vittorio De Sica. Il porte le titre de grand officier de l'ordre Saint-Marin de Sainte-Agathe. Elle a reçu de nombreux prix et récompenses, ainsi qu'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame au numéro 2000. En 2019, Sophia Loren a célébré son 85e anniversaire. La fille, née à l'automne 1934 à Romilda Viani, originaire du village de pêcheurs de Pozzuoli, s'appelait Sofia. Une jeune mère qui rêvait de devenir actrice est venue à Rome pour auditionner et devenir la doublure de Greta Garbo elle-même, et là, qui sait, peut-être une actrice indépendante. Mais la jeune fille a été forcée de renoncer à un possible avenir radieux, car elle est tombée amoureuse de l'ingénieur Riccardo Cicolone, et est tombée enceinte de lui. Après cela, le rêve d'une carrière cinématographique est tombé en poussière. Les espoirs de mariage se sont également effondrés. Riccardo était marié, et le divorce en Italie à cette époque était presque impossible. Romilda a donné naissance à sa première fille, dans un foyer caritatif pour mères célibataires. Cicolone a reconnu la paternité à la naissance de la première fille, mais n'a pas reconnu la deuxième fille, Anna Maria. Oui, après la naissance de Sofia, Romilda n'a pas abandonné l'espoir de garder son amant et 3 ans plus tard, elle est tombée enceinte de lui pour la deuxième fois. Mais Romilda a dû élever seule les filles, retournant dans son village, chez Domenico et Louise, les parents qui ont pardonné et accepté la fille prodigue. La jeune femme ne s'est jamais remariée, mettant toutes ses forces à faire en sorte que ses filles aient une vie meilleure que la sienne. Elle donnait des cours particuliers de piano, le soir elle en jouait dans un restaurant local, mais il n'y avait toujours pas assez d'argent. Ni sur les jouets que les filles elles-mêmes, fabriquées à partir de miettes et d'argile, ni sur un lit normal, les sœurs dormaient ensemble sur un seul matelas posé à même le sol. Étudier à l'école n'a pas apporté une grande joie à Sofia. Pour sa forte croissance, les adolescents l'ont taquinée avec Longshank. Elle désespérait en se regardant dans le miroir. Son nez est long, sa bouche est trop grande, ses jambes ne le sont pas. Romilda, réalisant quelle beauté, son aîné enfant d'amour deviendra au fil du temps, a convaincu sa fille de prendre part au concours Camp of the Sea, organisé chaque année à Pozzuoli, en cours de route, envoyant ses photos à diverses agences. Sofia, 14 ans, faisait partie des 3 premiers gagnants, et elle a été payée pour un voyage à Rome, où elle a participé à des castings. Maman et sa sœur ont également déménagé dans la capitale. 2 ans plus tard, Sofia devient Miss Élégance au concours Miss Italie 1950. La jeune fille a tellement charmé le jury qu'il a été décidé d'établir ce titre pour elle personnellement, défilant avec diligence le long du podium dans des chaussures peintes en blanc, et une robe cousue de rideaux de tulle rose. Pendant les 2 années suivantes, Miss Élégance a travaillé aussi dur qu'elle le pouvait. En tant que mannequin pour des magazines de mode, en tant que figurante, elle a même joué à moitié nue pour des peintures érotiques. 1952 lui apporte un nouveau, peut-être le principal succès de sa vie. Elle devient la médaillée d'argent du concours de beauté Miss Rome, et séduit le principal producteur de cinéma italien, Carlo Ponti. Au moment de leur connaissance, Carlo avait une femme avec 2 enfants, environ 2 douzaines de films célèbres, et la star de cinéma Gina Lollobrigida créée par lui. Il a invité Sofia à un test d'écran, et dès le premier jour, il a ressenti la nature éprise de liberté de l'actrice en herbe. Elle a catégoriquement refusé de changer quoi que ce soit à son apparence, avec l'aide d'un chirurgien plasticien. Mais Ponti avait un flair cinématographique, et n'insistait plus sur les expériences d'intervention chirurgicale. Il a seulement suggéré que la future star prenne le pseudonyme de Sophia Loren, et conclut avec lui un contrat de 7 ans, auquel la jeune fille, qui avait auparavant joué dans des films de mauvaise qualité sous le pseudonyme de Lazzaro, a accepté sans hésitation. Elle avait aussi un flair féminin. Sofia s'est immédiatement rendu compte que Carlo aimait non seulement, en tant qu'actrice, mais les événements se sont développés selon un scénario de Wieland. Carlo Ponti, malgré ses tendres sentiments, était assez dur quand il s'agissait d'investir de l'argent et des termes du contrat. Sofia a été repris par les meilleurs experts en étiquette, qui lui ont inculqué l'élégance des manières, des maîtres du discours scénique, qui ont sauvé la fille du dialecte napolitain, des maquilleurs, qui lui ont appris les subtilités du maquillage. Les professeurs de danse ont peaufiné la démarche avec des hanches séduisantes. Le persistant Ponti a exigé que Sofia lise la littérature classique, apprenne les bas du théâtre sur des exemples littéraires. Loren a obéi sans aucun doute à tout ce qui pourrait lui être bénéfique à l'avenir, et a étudié avec diligence l'anglais, puis le français, car Carlo a insisté sur le fait qu'elle devrait jouer non seulement dans des films italiens. Dans une interview, Loren a rappelé comment Ponti lui avait appris à manger une omelette uniquement avec une fourchette, et
incapable de résister, fondit en larmes. Mais, selon des proches, Sophie et Carlo ne doivent pas être considérés comme Galatée et Pygmalion. Ils ressemblaient plus à un athlète et à un entraîneur. Les résultats d'une telle formation ne se sont pas fait attendre, bientôt la belle et originale Sophia était prête à conquérir le monde. Et l'occasion s'est présentée lorsque Clément Fracassi a décidé d'adapter au cinéma le célèbre opéra Aïda, 1953. Gina Lollobrigida ne voulait pas jouer le rôle, qui devait être interprété par la chanteuse Renata Tebaldi. Sophia Loren a accepté avec joie d'incarner l'image d'Aïda à l'écran, et bientôt non seulement les téléspectateurs admiratifs, mais aussi les critiques ont commencé à parler d'elle. Après cela, Sophie a rencontré son père de manière inattendue. Ayant appris que sa fille illégitime était devenue une star de cinéma, il lui a demandé de l'argent, promettant de remercier Anna Maria en signe de gratitude, qui, faute de paternité officielle, a commencé à avoir des problèmes l'obtention d'un certificat scolaire. Sophie a donné ses premiers honoraires à Ricardo, après quoi elle a changé son nom de famille paternelle natale pour le pseudonyme Lorraine. Ponti, qui voulait que ses protégés ne soient pas seulement reconnus en Italie, a arrangé pour Sophia le rôle de Joanna dans le projet américain Prix d'Anne Passion de Stanley Kramer. Comme à son habitude, le réalisateur a organisé une fête avant le début du tournage, où les acteurs ont pu mieux se connaître. Sachant qu'elle jouerait avec Frank Sinatra lui-même, ainsi qu'avec Cary Grant, Sophia a choisi sa robe avec beaucoup de soin, et était extrêmement nerveuse. Sa filmographie comprenait déjà Gol of Naples de Vittorio Zicchi avec une démarche caractéristique, dont les hommes ne pouvaient pas quitter les yeux. Elle l'a utilisée quand elle est apparue à la fête. Cary Grant, qui rêvait d'Ava Gardner comme partenaire, était en retard express pour embarrasser la arriviste italienne et a même commencé à la taquiner, l'appelant délibérément Gina, ce qui signifie Lollobrigida. Mais en moins de 15 minutes, l'impudent déversait déjà son cœur sur Sophia, et comment il avait erré avec une troupe d'acrobates, et environ 3 mariages ratés. Ensuite, l'acteur a invité Lorraine à dîner ensemble, et après cela, ils ont passé presque toutes les soirées ensemble. S'il y avait un homme dans la vie de Sophia, avec qui elle pouvait se marier, et rester en Amérique, alors c'était Grant. Mais à cette époque, Lorraine était déjà fiancée à Carlo depuis 3 ans. Bien sûr, secrètement. Ponti, bien qu'il soit toujours marié à la fille du général Fiastri, ne voulait pas perdre le trésor qu'il avait littéralement créé de ses propres mains. La mère de Sophia, inquiète que sa fille ne répète pas son sort en contactant un homme marié, n'a longtemps pas pu accepter cet état de fait. Mais Lorraine, sérieusement confrontée au choix de l'homme de sa vie, est restée avec Carlo, malgré de nouveaux tournages passionnés avec Grand dans Woodbois d'Hollywood. Ponti, voyant ce qui se passait à l'écran, et connaissant sa Sophie, a commencé de toute urgence à demander le divorce officiel de sa femme ennuyée. Son énergie était si puissante, que le tempérament des acteurs hollywoodiens ne pouvait tout simplement pas le supporter. Le Temps a un jour souligné de manière caustique que Sophie pouvait en avaler n'importe lequel, même si les empiètements gastronomiques de la partie masculine d'Hollywood, dans son discours étaient plus que francs. Ainsi, Richard Burton chantait poétiquement ses beaux yeux bruns dans un visage presque satanique, et Peter O'Toole parlait moins gracieusement. Plus je passais de temps avec Sophie, plus elle me paraissait comestible. Comme Lorraine a plaisanté plus tard, elle doit l'Oscar et sa future carrière à la capricieuse Anna Magnani. C'est cette actrice qui a refusé le rôle de la veuve Chézira, dont la fille était censée jouer Sophie dans le drame Chochara. Anna, qui a littéralement levé les yeux vers Lorraine, a fait remarquer avec insistance que c'était Sophie qui devrait jouer la veuve de 50 ans. Georges Cukor, qui devait réaliser le film, est également parti avec Magnani. Se souvenant de la vie de sa mère, Sophie a sérieusement décidé de changer de rôle. En conséquence, Jean-Paul Belmondo est devenu son partenaire et Vittorio De Sica a réalisé le film. Son indéniable talent d'actrice a tellement impressionné les universitaires du cinéma que pour la première fois dans l'histoire de la cérémonie des Oscars, une actrice étrangère a reçu la statuette tant convoitée. Sophie elle-même n'espérait pas gagner et n'était pas présente à la cérémonie de remise des prix, car Audrey Hepburn, qui jouait dans Breakfast at Tiffany, était la nominée avec elle, et Sophie ne doutait pas qu'Audrey gagnerait. Au petit matin, l'actrice a appelé Cary Grant et a été la première à lui annoncer la nouvelle. Lorraine croit toujours qu'elle n'aurait jamais reçu d'Oscar si elle avait continué sa carrière à Hollywood. Je savais que ma place était en Italie. Je suis devenue célèbre en Amérique grâce aux films italiens. Sophie a encore raison. Malgré le tournage de films hollywoodiens, avec des célébrités telles que Clark Gable, ça a commencé à Naples, Charlie Chaplin et Marlon Brando, la comtesse de Hong Kong, leur duo avec son compatriote Marcello Mastroianni, a été reconnu comme le plus grand tandem d'acteurs de le XXe siècle. Lorsqu'elle se remémore l'ami prématuré de sa vie, Lorraine dit toujours que 40 ans de tournage en commun lui ont apporté l'amour pour tous les films en commun.
une tendre amitié dans la vie et des passions italiennes, dans le cadre ont lié deux personnes et acteurs merveilleux, jusqu'à la fin de leur jour. Ponti a expliqué ce succès vertigineux. Le truc, c'est qu'ils sont deux personnes incroyablement belles, et en même temps inhabituellement drôles. La plupart des belles personnes ne sont pas du tout drôles. Rappelons-nous au moins leur mariage à l'italienne ou hier, aujourd'hui, demain, où tous deux pétillent d'humour, de sexualité, de plénitude de vie. Bien des années plus tard, dans Prêt-à-porter, ils apparaîtront à nouveau ensemble dans le cadre, où la scène de séduction se répétera. Ce sera leur chant du cygne au cinéma. 2 ans plus tard, l'amie inconsolable enterrera son fidèle ami Marcello, et ne jouera que très rarement au cinéma elle-même. En 1991, elle recevra un Oscar d'honneur, comme l'un des trésors du cinéma. Sofia Loren appelle toujours Carlo Ponti, l'amour de sa vie. Malgré les longues années pendant lesquelles elle a dû attendre le divorce de l'élu, qui n'a même pas eu lieu en Italie, mais en France, malgré le mariage secret au Mexique, qui a ensuite dû être annulé, au printemps 1966 Sofia Loren est officiellement devenue Signora Ponti. Malgré le fait que Carlo avait plus de 20 ans de plus que Sophie, il se sentait heureux. La seule chose qui a longtemps éclipsé la joie des époux, a été l'absence d'enfants. Un déséquilibre hormonal a entraîné 2 fausses couches, et, désespérée de devenir mère, Sofia a plongé dans une profonde dépression. Elle a stoïquement résisté au cours du traitement, et, étant tombée enceinte pour la 3e fois, elle avait littéralement peur de respirer, passant presque tout son temps au lit, et ne communiquant avec personne sauf les médecins, son mari et son assistantine. Lorsque le premier-né est né en 1968, du nom de son père, il n'y avait pas de limite au bonheur des parents. Le petit Carlo était confortablement allongé dans les bras de sa mère tandis qu'elle, allongée sur une civière, répondait aux questions des journalistes, avec son mari dans le hall de l'hôpital. 4 ans plus tard, Sophie est de nouveau tombée enceinte. Et même si le repos au lit n'était pas si difficile, elle se méfiait toujours de participer au tournage, et de participer à des événements. En 1972, Lorraine a donné naissance en toute sécurité à un 2e garçon, qui s'appelait Edoardo. L'heureuse famille vivait dans une villa du XVIe siècle non loin de Rome. La belle maison, entourée d'un terrain où poussaient des figuiers, avec piscine et tennis, écurie et aqueduc, était leur véritable nid familial. Les carabiniers qui ont fait irruption, dans la villa en 1977, ont été comme un coup de tonnerre. Carlo a été accusé d'évasion fiscale, et de retrait de capitaux d'Italie, et leur maison a été confisquée. Lorraine a essayé de sauver sa collection de peintures assemblées avec amour, mais ils n'ont pas réussi à les emmener dans un appartement à Paris, elle-même a été détenue à l'aéroport de Rome. 13 ans plus tard, la propriété a été restituée, mais Sophie a passé 17 jours, dans une cellule de prison et Carlo, a été condamné à 4 ans de travaux d'intérêt général. Les journalistes ont immédiatement répandu des rumeurs selon lesquelles le gouvernement italien avait décidé de démontrer qui est le patron de la maison en utilisant l'exemple des célébrités, et une autre version était la vengeance du père de la première épouse rejetée, qui n'a pas pardonné à Carlo de s'être marié sans père, quoique la plus belle femme du monde. Ponti et Lorraine ont à peine réagi au commérage des journaux. Lorraine, occupée à élever ses fils, écartait les commérages, comme des mouches agaçantes. La maternité, qui la rendait si heureuse, la rendait extraordinairement forte pour toutes sortes d'attaques de l'extérieur. Seule la mort de son mari bien-aimé, décédé d'une pneumonie dans ses bras en 2007, a été un coup très cruel pour Sophie. Après sa mort, le temps a déjà passé, mais ça ne devient pas plus facile pour moi. Mon mari me manque toujours, il est toujours dans mes pensées. Je lui parle encore. Quand je suis avec ma famille, nous regardons sa chaise vide, comme si nous attendions qu'il apparaisse. J'ai décidé d'écrire mon autobiographie précisément pour maintenir ce lien inséparable avec lui. Il y a une photo de 1954, dans le livre de Carlo me peignant les cheveux. Ce cadre parle de notre amour plus que 1000 mots, confie l'actrice. À 86 ans, la mythique déesse du cinéma vit à Genève, avec sa secrétaire personnelle permanente, Ine Brucha. Préparation pour le rôle de Madame Rosa, dans le film de son plus jeune fils réalisé par Edoardo Ponti, La Vita davanti a ce. L'aîné, Carlo, est chef d'orchestre à l'Opéra de Vienne. Les petites filles rendent visite à leur grand-mère, avec leurs parents lors de rares week-ends, et communiquent constamment sur Skype. Sophie ne s'en offusque pas, elle comprend que ses filles sont leur propre famille, corvée, et que chacun a un travail préféré. Elle aime vivre sa vie, elle aime écrire des livres, en plus de son autobiographie Hier, Aujourd'hui et Demain, ma vie Lorraine a sorti plusieurs livres, avec des recettes de marque, elle aime profiter des moments qu'elle a vécus. La grande Sophie se lève à 5 heures du matin. Pas pour rien de particulier, je m'y suis habitué dès l'enfance, et lors de mon travail au cinéma, quand il fallait avoir du temps avant de filmer pour se maquiller. Il passe environ une demi-heure à faire de l'exercice dans sa chambre, à prendre son petit déjeuner, et à se promener.
Et puis passe à tout le reste, aux affaires courantes habituelles. Parfois, il se rend à Rome pendant quelques semaines, pour rendre visite à sa sœur. Et lit beaucoup. Tout ce que je ne pouvais pas lire avant, faute de temps. Sophie rattrape le temps perdu en passant parfois toute la journée à lire. Bien qu'elle soit à la maison, Lorraine est toujours élégante, toujours sincère et charmante.